varie dans une fourchette normale. Pour comprendre et pouvoir Lorsque prendre le en seuil charge les d'apnée troubles est respiratoires élevé, du sommeil, il il est situe important dans de la zone comprendre la hypocampique. physiologie de la respiration et particulièrement au cours du sommeil. À ce seuil. La ventilation est En un mécanisme qui réalité, va ce seuil assurer d'apnée les est échanges fictif au gazeux cours de nécessaires l'éveil aux besoins et métaboliques de il l'organisme. n'existe pratiquement Et donc, pas. il va permettre Au cours d'assurer du nos besoins en sommeil, ce oxygène seuil va se et révéler, d'évacuer mais et il de se reste toujours débarrasser dans du les CO2. zones Elle est d'hypocapnie soumise au qui ne contrôle seront accessibles que dans certaines volontaire tout situations, d'abord. et particulièrement comme exemple, dans la c'est la situation parole, de la respiration ou de type involontaire, et là, Cheyne-Stokes. c'est le cas, par exemple, de la Revenons à déglutition. notre schéma Elle est soumise récapitulatif, aussi aux états et de donc vigilance la et au sommeil et à leur chémosensibilité modification. et Ils le vont travail modifier des sa chémorécepteurs fréquence, est sa particulièrement régularité, son altéré, amplitude. et surtout les Et on a chémorécepteurs démontré qu'il existe de centraux est nombreuses particulièrement altéré au interconnexions entre les cours du neurones sommeil, centraux aussi qui bien au cours du commandent et sommeil lent modulent la et ventilation surtout au cours du sommeil paradoxal. et les Par neurones contre, impliqués le réflexe dans protecteur la et genèse et particulièrement la le maintenance des états de mécanorécepteur veille aussi sommeil. bien thoracique que pharyngé. Donc nous allons voir au cours de ce voir cours leur un rappel tout d'abord des centres respiratoires et de leur rôle, le contrôle ventilatoire à l'éveil et le contrôle ventilatoire au sommet et certaines implications sur le plan pratique. Le maintien de l'homéostasie ventilatoire est compromis. Dans cette vue Le sommeil antérieure diminue du cerveau, la stimulation des vous voyez neurones bien, il y a les bulbaires structures par les pontiques, centres donc le pont supérieurs, cérébral, qui chutent et de le bulbe l'activité rachidien, phrénique et et les de centres l'hypoglosse, respiratoires et vont tendance s'étendre partielle à sur ces l'hypoventilation. deux Le structures. sommet augmente les résistances des voies aériennes Donc supérieures. il existe deux avec groupes diminution de respiratoires, l'activité tonique pontobulbaire, musculaire, le groupe et respiratoire donc dorsal et réduction les des groupes volumes, respiratoires surtout en son ventrales. dorsal. Ces La deux groupes compensation vont recevoir ventilatoire est diminuée, des afférences les réponses et à vont envoyer l'hypercapnie des et afférences. l'hypoxie sont diminuées. Donc les afférences, Et un seuil vous avez deux types très sensible d'afférences. au Vous avez CO2 les afférences qui proviennent de récepteurs mécaniques, les mécanorécepteurs. Donc essentiellement les récepteurs pulmonaires à l'étirement et les récepteurs G pulmonaires, mais aussi des récepteurs qui vont prendre le chemin du nerf laryngé supérieur. Et puis vous avez des mécanorécepteurs qui existent essentiellement au niveau périphérique, au niveau du corpuscule carotidien. Va aboutir en Ces groupes respiratoires vont envoyer aussi des afférences et qui vont passer tout d'abord par le nerf 12 pour envoyer des messages des voies au nerf aériennes génioglosse et au muscle génioglosse et les nerfs bulbospinaux qui vont aller vers les motoneurones qui contrôlent le diaphragme et qui vont envoyer le message au diaphragme par l'intermédiaire du nerf phrénique au niveau de l'étage C4, C5, C6. Deux rythmes d'activité existent au niveau de ces centres respiratoires. Un type d'activité sous forme d'automatisme respiratoire, c'est une sorte de pacemaker, et ce pacemaker va avoir un rythme automatique et permanent, et qui va alterner le rythme inspiration-expiration. Et puis, il y a un autre rythme, un rythme de contrôle respiratoire. Ce rythme, il est influencé par multiples facteurs, des facteurs externes et internes, pour adapter le fonctionnement de l'appareil respiratoire aux besoins de l'organisme. Il existe une tendance à l'hypoventilation au cours du Donc ce sommeil. réseau ponto-bulbaire respiratoire est un oscillateur générateur conditionnel. Ceci a été démontré par Henke en 1988. Et dans ce modèle-là, donc il y a deux activités. L'activité d'oscillateur qui est une activité tonique, c'est une sorte de pacemaker, et avec un rythme et une amplitude qui est presque constante, et un générateur phasique qui va modifier son rythme et son amplitude en fonction des afférences et particulièrement en fonction des afférences provenant des chémorécepteurs. Ces chémorécepteurs sont influencés par les modifications de la gazométrie et ils seront inhibés éventuellement par l'hypocapnie et l'hyperoxie, et ce qui va entraîner une réduction de l'activité du générateur phasique, et ce qui pourrait expliquer
pratiquer les apnées qu'on va voir par la suite dans le cadre de la respiration type Cheyne-Stokes. Ce réseau pontobulbaire est aussi sous l'influence du rythme V-sommet qui va agir sur l'activité de l'oscillateur et donc de l'activité tonique du réseau respiratoire pontobulbaire. Nous allons voir maintenant le contrôle ventilatoire et son mode de fonctionnement au niveau des centres respiratoires. L'objectif du contrôle ventilatoire, c'est de maintenir une pression artérielle en oxygène et en CO2 qui est constante. Et ceci dépend de la boucle de commande centrale, effecteur-capteur. La commande centrale va envoyer le signal aux effecteurs pour modifier le rythme et l'amplitude de la respiration. La résultante de l'action des effecteurs va se traduire au niveau gazométrique, au niveau mécanique, ce qui va transmettre les résultats au niveau des capteurs, et l'inférence va influencer à nouveau la commande centrale. L'étiologie principale de les principaux acteurs du contrôle ventilatoire sont tout d'abord les centres respiratoires, la commande centrale, les motoneurones respiratoires qui vont commander l'activité musculaire, les muscles aériens supérieurs, le diaphragme, le principal muscle inspiratoire, et les muscles accessoires inspiratoires. Ceci va se traduire par une modification ventilatoire, puis par une modification gazométrique et une modification de la mécanique ventilatoire, et donc ce qui va stimuler les mécanorécepteurs thoraciques ou les inhiber, ou stimuler ou inhiber les chémorécepteurs par les modifications de la PaCO2 et de la PaO2. Cette modification gazométrique va influencer surtout les chémorécepteurs centraux plutôt que les chémorécepteurs périphériques. Le résultat de l'activité des mécanorécepteurs et des chémorécepteurs va influencer la commande centrale à nouveau, et ainsi la boucle est fermée. Envoyé par voie vasculaire aux chémorécepteurs centraux de modes de régulation qui vont influencer le contrôle ventilatoire. Donc on a vu qu'il y a des mécanorécepteurs, des chémorécepteurs, donc ça c'est la régulation chimique et la régulation mécanique, mais il y a aussi ce qu'on appelle la régulation comportementale. Donc, cette régulation comportementale dépend des influences suprabulbaires et des informations périphériques et qui sont liées aux modifications de l'environnement extérieur et de l'environnement intérieur. Leur importance est capitale pour les activités non ventilatoires de l'appareil respiratoire et qui nécessitent une modification du besoin de l'organisme. La régulation chimique, elle dépend essentiellement, comme on a vu tout à l'heure, des récepteurs, des chémorécepteurs, aussi bien entre les messages afférents longs et les messages efférents rapides de la PaO2 et surtout de la PaCO2. Et cette régulation chimique est très importante. Prenons la relation entre la ventilation et la variation. La régulation mécanique, elle dépend de l'action des récepteurs pulmonaires et pharyngés qui sont sensibles à l'étirement et leur importance importante pour moduler la fin de l'inspiration, essentiellement par les récepteurs mécaniques pulmonaires, et pour maintenir le calibre pharyngé optimal, essentiellement par les récepteurs pharyngés. Récapitulons, il y a tout d'abord une hypersensibilité des mécanorécepteurs pulmonaires du fait de l'œdème, avec un déclenchement de l'hyperventilation ou une PaCO2 normale. Et puis, il y a une hypersensibilité des chémorécepteurs centraux. On distingue deux types de régulation comportementale qui est expliqué par le faible débit cardiaque et le déphasage entre les messages afférents sanguins lents et les messages nerveux rapides, avec plus de messages hyperventilants qui vont expliquer l'aspect crescendo avec une réponse ventilatoire de plus en plus et l'influence corticale est nécésaire à un bon nombre il y aurait l'aspect crescendo tel que la parole, la toux, la déglutition. Normalement, un sujet mais ces neurones corticaux impliqués dans cette régulation pourraient contourner le tronc cérébral et aller se projeter directement sur les motoneurones périphériques. Le second type de régulation, c'est la régulation chimique. Cette régulation chimique nécessite un message afférent
provenant de capteurs qui sont les chémorécepteurs normales. Il y a les chémorécepteurs périphériques. Ces chémorécepteurs périphériques sont situés dans les corpuscules carotidiens. Elles sont sensibles surtout aux variations de la PaO2, mais aussi à un moindre degré aux variations de pH, au déphasage, et à l'augmentation de la PaCO2. Donc leur message afférent va transiter par au fur et à mesure qu'on se rapproche et arriver au centre bulbaire. L'aspect décrescendo sera suivi d'un dépassement du seuil d'apnée. Et à côté de ces chémorécepteurs, le message afférent du seuil de PaCO2 d'apnée dépassé va atteindre la surface ventrale du bulbe et qui sont stimulés par les ions H+. Un message d'arrêter la respiration. L'augmentation de la PaCO2 va se traduire aussi au niveau des capillaires sanguins liés à la barrière hémato-encéphalique. Le CO2 accumulé dans les capillaires sanguins va traverser la barrière hémato-encéphalique et va entraîner la formation d'ions H+. Ces ions H+, vont aller stimuler les chémorécepteurs. Ces chémorécepteurs ne sont pas sensibles à la PaO2. Donc les ions H+, qui ont stimulé les chémorécepteurs vont entraîner un influx nerveux qui va aller stimuler les neurones inspiratoires au niveau du bulbe rachidien. Ces chémorécepteurs fonctionnent avec deux seuils d'activité. En effet, ce qui est en bleu, c'est le seuil d'hyperventilation et ce qui est en rouge, c'est le seuil apnéique. Pour le seuil apnéique, c'est un seuil de PaCO2 au-dessous duquel le centre respiratoire va entraîner une apnée. En réalité, ce seuil apnéique n'est pas visible au cours de la journée et ne peut se révéler que au cours du sommeil. Par contre, le seuil d'hyperventilation, il est fonctionnel au cours de la journée. Par contre, une fois ce seuil d'hyperventilation est dépassé, lorsqu'on dit seuil, c'est la variation, le taux de PaCO2 qui va déclencher une hyperventilation. Une fois ce taux de PaCO2 atteint, donc les centres respiratoires vont répondre par une augmentation de la ventilation. Et donc cette réponse des chémorécepteurs va permettre de maintenir la concentration de PaCO2 dans une fourchette normale. Deux exemples où ces seuils vont se modifier de manière pathologique, c'est tout d'abord les sujets qui ont un syndrome d'obésité-hyperventilation. En effet, chez ces gens-là, le seuil d'hyperventilation est très élevé. Ce qui fait, malgré l'augmentation de la PaCO2, il n'y aura pas de variation de la ventilation et cette variation ne va se faire qu'au pour des PaCO2 très élevés. La conséquence, c'est donc l'apparition d'une hypercapnie diurne et nocturne. Le deuxième exemple, c'est le cas de la respiration de type Shenstock. Ces gens-là, ils ont à l'opposé du CGSOH des chémorécepteurs qui sont très sensibles à la variation de la PaCO2. En effet, leur seuil d'hyperventilation, eux, est plutôt bas et donc ils vont hyperventiler pour les chiffres plus ou moins normaux de la PaCO2. Ce qui caractérise cette respiration de type Shenstock, c'est l'existence d'un seuil d'apnée qui est élevé. Ce seuil d'apnée élevé fait que pour des valeurs de PaCO2 qui sont habituellement normales, les sondes respiratoires vont déclencher une apnée. Nous allons passer maintenant à la régulation mécanique. En effet, on a parlé des mécanorécepteurs. Ces mécanorécepteurs existent dans le poumon, dans les voies aériennes et dans les pharynx. Dans le parenchyme pulmonaire, dans les voies aériennes, ces mécanorécepteurs sont sensibles à l'étirement. Leur influx va transiter par le nerf 10 et va arriver au centre bulbaire. Donc vous avez ici une expérience qui montre cette activité des mécanorécepteurs. Donc en bas, vous avez l'activité des mécanorécepteurs et en haut, vous avez les variations du volume courant. Donc la partie ascendante, ça traduit l'aspiration, et la partie descendante, ça traduit l'expiration. Donc ce que vous allez remarquer, c'est que au début de l'aspiration, l'activité des mécanorécepteurs, elle est faible. L'insuffisance cardiaque gauche objectivée par une diminution du débit cardiaque et une augmentation des pressions. Elle va augmenter au fur et à mesure de l'augmentation du volume courant, c'est-à-dire elle va renseigner les centres respiratoires
ça, et l'inspiration va la récepteur qui vont entraîner une hyperventilation à cause de l'œdème pulmonaire qui va les stimuler. En parallèle, plus des mécanorécepteurs pulmonaires, il y a les mécanorécepteurs pharyngés qui sont situés dans la paroi pharyngée et qui sont sensibles à l'étirement et qui sont à la base des réflexes dilatateurs du chémorécepteurs va entraîner cet aspect crescendo de l'hyperventilation. Pression intraluminale négative telle qu'elle est déclenchée par l'aspiration va entraîner l'activation de ces récepteurs avec un message laryngé. Les motoneurones activés sont stimulés par la voie du nerf hypoglosse, les muscles du pharynx et particulièrement le muscle génioglosse. Le micro-éveil du sommeil secondaire au micro-éveil va être responsable d'une somnolence diurne excessive et d'une fatigue importante. La fragmentation du sommeil secondaire, le micro-éveil, lui, va être responsable de l'apparition de la somnolence diurne excessive et d'une fatigue. Dans la deuxième ligne. Et dans ces deux lignes-là, on voit que le début de l'activité du génioglosse précède celle de l'activité diaphragmatique. Négative au niveau du pharynx va se traduire par une modification de l'activité électrique aussi bien du diaphragme que du génioglosse. En effet, en appliquant ici une pression négative de moins 15 cm H2O, on a augmenté l'activité électrique du muscle génioglosse de manière très importante. Et cette augmentation de l'activité du génioglosse précédait une augmentation de l'activité électrique du muscle diaphragmatique. L'activité du génioglosse permet d'augmenter le calibre du pharynx. En effet, le pic d'activité du génioglosse qui précède celle du diaphragme va permettre de prévenir le collapsus des voies aériennes supérieures et donc de favoriser et de préparer le flux aérien qui va être déclenché par le diaphragme de manière plus intense. C'est pourquoi ce réflexe dilatateur du pharynx est appelé réflexe protecteur du pharynx et il va jouer un rôle important dans l'éthiopathogynie du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Donc, comme on a dit, donc, la pression pharyngée négative va entraîner une activité du génioglosse par l'intermédiaire de ce réflexe protecteur du pharynx. Donc, ce réflexe protecteur du pharynx est contrôlé par deux éléments. Tout d'abord, les neurones phasiques inspiratoires qui vont contrôler l'activité des motoneurones du nerf hypoglosse. À l'opposé, le stimulus d'éveil va inhiber ce réflexe protecteur
en agissant directement sur la voie afférente des mécanorécepteurs. Ce qui fait que ce réflexe va agir principalement au cours du sommeil. D'où le rôle très important de ce réflexe dans le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Quelles sont les modifications de la ventilation et de son contrôle au cours du sommeil? Au cours du sommeil, il y a une tendance à l'hypoventilation. En effet, cette ventilation va diminuer de 5 à 15%. Et ça va se traduire par une augmentation de la PaCO2 de 2 à 6 mm de mercure et une baisse de la saturation artérielle en oxygène de 1 à 2%, malgré la baisse de la consommation d'oxygène et de la production de CO2 de 8 à 10%. En parallèle, le rythme de la ventilation va changer. Cette ventilation sera irrégulière dans les stades 1 et 2 et avec une tendance à avoir une respiration périodique. Et plus encore, cette irrégularité va s'accentuer en sommeil paradoxal, en particulier lors de l'activité phasique du sommeil paradoxal. Par contre, cette ventilation sera stable et très régulière dans les stades 3 et 4, les stades de synchronisation corticale et avec une baisse du volume courant de 10% et avec une fréquence respiratoire qui sera pratiquement inchangée et régulière. En parallèle, il y aura une tendance à l'obstruction des voies aériennes supérieures avec diminution du calibre des voies aériennes supérieures qui va se traduire par une augmentation des résistances et des voies aériennes plus collabables, particulièrement en sommeil paradoxal. Pourquoi il y a ces modifications ventilatoires? Tout d'abord, il y a des modifications au niveau du système nerveux central et particulièrement au niveau des centres respiratoires. Au cours du sommeil lent, il y a une stabilité de la respiration en sommeil très profond, donc le sommeil à ondes lentes, N3 et N4, et avec une diminution de l'activité phasique des centres respiratoires bulbaires, de l'activité tonique aussi, avec une diminution des afférences, et ceci est lié particulièrement à l'activité de la formation réticulaire ascendante, aux modifications du contrôle comportemental et au rôle des noyaux monoaminergiques. Par contre, l'activité tonique des motoneurones respiratoires reste conservée. Ce qui fait le contrôle principal de la ventilation au cours du sommeil lent, c'est un contrôle métabolique qui va passer par l'intermédiaire des chémorécepteurs. En parallèle, pour le sommeil paradoxal, la respiration est très variable et très irrégulière, avec une augmentation de l'activité phasique des centres respiratoires bulbaires, et ceci est particulièrement lié à l'activité phasique du sommeil paradoxal. L'activité tonique, elle aussi, est diminuée des motoneurones respiratoires en opposé à sa conservation au cours du sommeil lent. Et on attribue ces modifications à un arrêt de l'activité staminergique, et on attribue ces modifications à un arrêt de l'activité sérotoninergique, et on attribue cette modification à un arrêt de l'activité sérotoninergique avec une augmentation de l'activité cholinergique. Si bien que le contrôle principal au cours du sommeil lent, c'est plutôt le contrôle comportemental. Donc, nous allons remplir ce schéma qui montre les modifications du contrôle ventilatoire au cours du sommeil de manière progressive. Tout d'abord, les modifications au niveau du centre respiratoire. Nous avons remarqué qu'il y a une augmentation de l'activité phasique des centres respiratoires au cours du REM et qui se fait de manière concomitante à l'activité phasique du REM lui-même et une diminution de cette activité phasique au cours du sommeil non-REM. Pour les motoneurones respiratoires, leur activité est conservée au cours du non-REM, mais il est diminué au niveau du REM, en particulier dans sa phase tonique. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y a une tendance au collapsus des voies aériennes supérieures au cours du sommeil et qui va augmenter les résistances à ce niveau. Quel est le mécanisme de cette augmentation des résistances des voies aériennes supérieures? On sait que tout effort inspiratoire va se traduire par une augmentation de la pression négative intrathoracique. Cette augmentation de la pression négative intrathoracique va s'étendre aussi au niveau des voies aériennes supérieures. Et donc, on peut l'évaluer soit par la mesure de la pression œsophagienne, ou bien aussi par la mesure de la pression pharyngée.
Donc le meilleur moyen d'analyser cette augmentation de résistance, c'est d'analyser la relation entre le débit nasal, qui est le résultat de l'effort inspiratoire, et la pression pharyngée au cours d'un événement obstructif qui se traduit par une limitation de débit. Dans cette étude, la première courbe en haut traduit l'évolution de la pression pharyngée au cours d'un événement respiratoire de limitation de débit. Dans la deuxième courbe, on voit le canal de débit nasal qui traduit l'évolution de la pression inspiratoire. Et vous voyez qu'au cours de l'événement obstructif, il y a des plateaux qui vont s'installer au niveau de la courbe. Et enfin, dans le troisième graphique, on voit la relation entre la pression motrice générée et le débit inspiratoire. Avant le début de l'événement obstructif, la respiration elle est normale et le débit inspiratoire et expiratoire est normal. Et donc une pression négative pharyngée minime est suffisante pour générer un flux nasal suffisant. La relation entre le débit inspiratoire et la pression motrice est une relation, dans ce cas linéaire. Toute pression motrice, même faible, va générer une augmentation du débit inspiratoire significative. À l'approche de l'événement obstructif, on voit que la pression motrice a augmenté pour faire face à ce début d'obstruction. Et on remarque que la pente inspiratoire n'est pas droite et il a tendance à s'arrondir. Dans ce cas-là, la relation entre le débit inspiratoire et la pression motrice n'est plus linéaire et ça devient sous forme d'une ligne horizontale et même une ligne inversée, traduisant que l'effort respiratoire est insuffisant pour générer un débit inspiratoire suffisant. Au cours de l'événement obstructif, la pression pharyngée chute de manière importante pour faire face à l'obstruction pharyngée. Cette obstruction pharyngée et donc cette augmentation de résistance au niveau des voies aériennes supérieures va se traduire par un plateau inspiratoire. Ainsi, la relation entre le débit inspiratoire et la pression motrice devient inversement proportionnelle. Ceci fait que toute augmentation de pression motrice, et même très importante, n'arrive pas à générer le débit inspiratoire suffisant, ce qui va se traduire par une diminution importante du flux au niveau de la courbe du débit nasal. Pour évaluer les résistances des voies aériennes supérieures, on évalue la pression des voies aériennes supérieures nécessaires pour faire varier un débit instantané. On a comparé dans cette expérience de Wyss en 1988 les résistances des voies aériennes supérieures entre l'état de veille, l'état de sommeil et l'état chez quelqu'un qui est en sommeil plus anesthésie. On a démontré que les résistances des voies aériennes supérieures doublent au cours du sommeil par rapport à l'état de veille et pratiquement ils quadruplent lorsque on est en sommeil avec anesthésie. En effet, pour la même variation de débit inspiratoire instantané, on a besoin d'une pression négative plus importante en cas de sommeil avec anesthésie qu'en cas de sommeil qu'en cas d'éveil. Revenons à notre schéma. Donc le second élément qui va intervenir pour les modifications de la ventilation au cours du sommeil, c'est l'augmentation des résistances des voies aériennes supérieures. Quels sont les mécanismes de cette augmentation des résistances des voies aériennes supérieures? Le mécanisme principal serait la chute de l'activité musculaire des voies aériennes supérieures et particulièrement du muscle génioglosse.
Si on compare le tonus musculaire du muscle génioglosse entre l'éveil calme, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal, on constate qu'au cours de l'éveil calme, le tonus musculaire du génioglosse est préservé. Au cours du sommeil lent profond, le tonus musculaire du génioglosse va chuter, mais cette chute va être la plus profonde au cours du sommeil paradoxal, et particulièrement au cours de son activité tonique. À côté de la chute de l'activité musculaire des voies aériennes supérieures et particulièrement du génioglosse au cours du REM tonique, il y a une chute de cette activité aussi au cours du REM phasique. Dans cette étude, on voit que au cours du REM phasique, le REM phasique, on le visualise ici par les mouvements oculaires rapides. Cette courbe montre une chute plus importante du volume courant au cours du REM phasique par rapport au REM tonique. Cette chute du volume courant s'accompagne d'une chute plus importante du tonus au cours du REM phasique par rapport au REM tonique. Et on voit mieux ça dans le signal intégré de l'EMG du muscle génioglosse. Et donc, à côté de la chute du tonus musculaire au cours de la phase tonique, visualisée ici par les abréviations TREM, mais la chute la plus nette et la plus évidente de l'activité musculaire de génioglosse va se dérouler en REM phasique, visualisé ici par les abréviations PREM. À l'opposé de l'activité musculaire du génioglosse, l'activité musculaire diaphragmatique ne change pas de manière très importante, aussi bien au niveau du stade non-REM, au cours du REM. Les muscles inspiratoires accessoires ont un rôle essentiellement dans les conditions d'urgence et d'adaptation aux besoins importants de l'organisme. Dans cette étude publiée en 2002, on voit qu'il y a une chute de l'activité musculaire des muscles intercostaux et abdominaux au cours du REM phasique. Par contre, il n'y aura pas de modification de cette activité au cours du sommeil non-REM. Si l'activité du muscle diaphragmatique est relativement conservée et dans les deux stades non-REM et REM, à l'opposé, il y a des éléments qui vont s'opposer à son activité pour entraîner l'hypoventilation. C'est essentiellement l'augmentation des résistances des voies aériennes supérieures avec la chute de l'activité musculaire du génioglosse qui va tendre à réduire le calibre du pharynx et aussi, il faut y ajouter la chute de l'activité musculaire des muscles inspiratoires accessoires au cours du REM, ce qui rend difficile l'adaptation de l'activité musculaire respiratoire aux besoins de l'organisme. Revenons à notre schéma pour résumer les modifications de l'activité musculaire qui vont se dérouler au cours du sommeil. Donc l'augmentation des résistances des voies aériennes supérieures est due essentiellement à cette modification de l'activité musculaire des voies aériennes supérieures qui va chuter au cours du sommeil lent, mais de manière plus importante au cours du sommeil profond. À côté de cela, il y a une réduction de l'activité musculaire accessoire inspiratoire, surtout au niveau du sommeil paradoxal, et qui reste pratiquement inchangée au cours du sommeil lent. Par contre, l'activité diaphragmatique, elle reste conservée au cours du sommeil. Quelles sont les conséquences ventilatoires de ces modifications centrales et périphériques? Dans cet enregistrement de polysomnographie, on voit bien que la respiration est régulière au niveau du signal de flux nasal au cours de l'éveil. Conditions défavorables à la respiration au cours du REM, aussi bien au niveau central qu'au niveau périphérique musculaire, font que,
au cours de l'enregistrement du sommeil, on va voir que la respiration est irrégulière au cours du REM. Toutes ces modifications au niveau central et périphérique vont aboutir à une tendance à l'hypoventilation alvéolaire. Et cette hypoventilation va se traduire par des modifications des volumes respiratoires et essentiellement, tout d'abord, le volume courant. Donc on a déjà vu cette étude au cours de laquelle on a démontré qu'il y a une chute du volume courant en REM phasique. Dans cette étude ancienne, qui date de 1984, on a évalué la capacité résiduelle fonctionnelle aux différents stades de vigilance et on a démontré qu'il y a une réduction de cette capacité résiduelle fonctionnelle au cours du sommeil et particulièrement au cours du REM. Ces modifications volumétriques vont se traduire en fin de compte par des modifications gazométriques avec une tendance à l'augmentation de la PaCO2 au cours du stade non-REM et du stade REM du sommeil. Dans l'étude de White en 1986, il avait montré qu'il y a cette augmentation de la PaCO2 au cours du stade non-REM et du stade REM, et il a même comparé ces modifications entre les hommes et les femmes avec une différence qui n'est pas significative. Cette augmentation de la PaCO2 a été constatée malgré la diminution de la consommation d'oxygène de 8,5% et la réduction de la production du CO2 de 12,3%. Au total, les modifications de la commande centrale et des effecteurs musculaires vont se traduire par une modification de la ventilation et une tendance à l'hypoventilation avec une réduction de volume et une tendance à l'augmentation de la PaCO2. Est-ce que le contrôle ventilatoire est capable de s'adapter à cette tendance à l'hypoventilation au cours du sommeil? Dans cette étude, on analyse les variations de la réponse ventilatoire en litres par minute dans l'axe des ordonnées par rapport aux variations de la PaCO2. Ceci permet d'évaluer la chémosensibilité, c'est-à-dire la sensibilité des chémorécepteurs, aussi bien aux variations de la PaCO2, mais aussi aux variations de la PaO2. Dans la courbe de variation de la PaCO2, on voit bien la réponse ventilatoire normale aux variations de la PaCO2 au cours de l'éveil. La pente de la réponse ventilatoire aux variations de la PaCO2 va diminuer progressivement au stade du sommeil lent pour chuter de manière nette au cours du sommeil paradoxal. La même chute de la courbe de réponse ventilatoire va être notée par rapport aux variations de la PaO2. Ce qui fait que toute circonstance étiologique diurne favorisant l'hypoventilation va voir son état s'aggraver au cours du sommeil. Deuxième mécanisme qui devrait protéger le système respiratoire contre l'hypoventilation, c'est le réflexe protecteur du pharynx qu'on a vu au début de notre exposé. Et on avait remarqué que le stimulus de l'éveil inhibait ce réflexe protecteur. Dans cette étude, au cours du stade non-REM, l'application d'une pression négative au niveau du pharynx va se traduire par une augmentation de l'activité du muscle genioglosse et de l'activité du muscle diaphragmatique. Par contre, au cours du REM, l'application de cette pression négative pharyngée n'entraîne pas de modification ni au niveau de l'activité du genioglosse, ni au niveau de l'activité du muscle diaphragmatique. Et donc, ce réflexe protecteur du pharynx serait conservé au cours du sommeil lent et altéré au cours du sommeil paradoxal. Et ceci est à la base d'un des principaux mécanismes éthiopathogéniques du syndrome d'apnée obstructive du sommeil.
Un autre élément du contrôle ventilatoire qui mérite d'être étudié, c'est le seuil apnéique. Ce seuil apnéique n'est pas visible au cours de l'éveil. En effet, au cours de l'éveil, la PaCO2 varie dans une fourchette normale, alors que le seuil d'apnée au cours de l'éveil, il se situe dans la zone d'hypocapnie, ce qui fait on n'arrivera jamais chez un sujet normal à ce seuil. En réalité, ce seuil d'apnée est fictif au cours de l'éveil et il n'existe pratiquement pas. Au cours du sommeil, ce seuil va se révéler, mais il reste toujours dans les zones d'hypocapnie qui ne seront accessibles que dans certaines situations, et particulièrement dans la situation de la respiration de type Cheyne-Stokes. Revenons à notre schéma récapitulatif, et donc la chémosensibilité et le travail des chémorécepteurs est particulièrement altéré, et surtout les chémorécepteurs centraux est particulièrement altéré au cours du sommeil, aussi bien au cours du sommeil lent, et surtout au cours du sommeil paradoxal. Par contre, les réflexes protecteurs et particulièrement les mécanorécepteurs, aussi bien thoraciques que pharyngés, vont voir leur activité diminuer, surtout au cours du sommeil paradoxal, et rester conservée au cours du sommeil lent. En résumé, pendant le sommeil, le maintien de l'homéostasie ventilatoire est compromis. Le sommeil diminue la stimulation des neurones respiratoires bulbaires par les centres supérieurs avec une chute de l'activité phrénique et de l'hypoglosse et une tendance partielle à l'hypoventilation. Le sommeil augmente les résistances des voies aériennes supérieures avec diminution de l'activité tonique musculaire respiratoire et donc réduction des volumes, surtout en sommeil paradoxal. La compensation ventilatoire est diminuée, les réponses à l'hypercapnie et l'hypoxie sont diminuées et un seuil apnéique très sensible au CO2 est facilement atteint. Le réflexe protecteur est nettement altéré au cours du sommeil paradoxal avec une compensation ventilatoire à la charge mécanique qui est perdue. Ceci va conduire à une tendance à l'hypercapnie malgré la réduction de la production métabolique du CO2. Ces modifications, aussi bien au niveau de la commode centrale qu'au niveau des effecteurs qu'au niveau des capteurs, va aboutir aux modifications de la ventilation au cours du sommeil qu'on a déjà vu auparavant. Et essentiellement, cette tendance à l'hypoventilation et cette tendance à l'obstruction des voies aériennes supérieures. Ces deux éléments-là ne vont être pathologiques que dans certaines situations particulières. Il existe une tendance à l'hypoventilation au cours du sommeil, mais il existe un équilibre entre les mécanismes d'hypoventilation partielle et les mécanismes protecteurs chez un sujet normal. Les mécanismes d'hypoventilation partielle, c'est-à-dire la diminution de l'activité du centre respiratoire, la diminution de l'activité musculaire respiratoire, aussi bien au niveau des voies aériennes supérieures qu'au niveau des muscles inspiratoires accessoires, et les réponses à l'hypercapnie et l'hypoxie qui sont diminuées. Mais à côté de cela, vous avez des mécanismes protecteurs chez le sujet normal qui sont conservés, et en particulier l'existence d'un calibre normal des voies aériennes supérieures. Le sommeil lent, profond, élevé, intrasommeil vont protéger aussi l'individu contre cette tendance à l'hypoventilation, et la chémosensibilité qui n'est pas totalement abolie et qui est assez suffisante pour maintenir l'héméostasie.
Mais l'altération de cet équilibre va se révéler dans des conditions pathologiques telles que par exemple le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. On va voir son éthypathogénie dans un autre cours. Parmi les implications de ces modifications ventilatoires, on va voir les mécanismes de la respiration périodique dans l'insuffisance cardiaque et qui est appelée la respiration de Cheyne-Stokes. C'est quoi cette respiration? C'est une respiration avec des cycles successifs de flux nasal qui sont faits d'apnée, suivi d'un aspect crescendo du cycle ventilatoire, aussi bien au niveau du flux nasal qu'au niveau de l'effort respiratoire, au niveau des sangles abdominales, puis d'un aspect décrescendo au niveau du flux nasal, mais aussi au niveau de l'effort respiratoire. Cette respiration va se répéter sur plusieurs cycles. Comment va-t-on expliquer cet aspect crescendo, décrescendo et aspect d'apnée centrale? L'étiologie principale de la respiration périodique de type Cheyne-Stokes, c'est l'insuffisance cardiaque gauche. Dans cette insuffisance cardiaque, il existe une hyperpression veineuse qui va retentir sur les mécanorécepteurs pulmonaires qui devient très sensible. Cette hypersensibilité des mécanorécepteurs pulmonaires à cause de l'œdème va abaisser le seuil d'hyperventilation, ce qui fait qu'il y aura un déclenchement de l'hyperventilation pour une PaCO2 qui est normale. Un message inapproprié d'hyperventilation va être envoyé par les centres respiratoires. Ça va se traduire par un début de l'aspect crescendo au niveau des tracés de ventilation. Il y aura une chute inappropriée de la PaCO2 au-dessous de ses valeurs normales. Un message afférent de chute inappropriée de la PaCO2 va être envoyé par voie vasculaire aux chémorécepteurs centraux pour pouvoir adapter et réduire l'hyperventilation. Ce message va tarder à arriver au niveau des chémorécepteurs centraux à cause du faible débit cardiaque. Les messages nerveux étant plus rapides, les centres respiratoires vont continuer à envoyer leur message d'hyperventilation aux muscles. La persistance du faux message afférent constant va se traduire par des messages efférents de plus en plus fréquents et de plus en plus amples et qui vont se traduire par l'aspect crescendo. Et une chute plus importante de la PaCO2. Cette discordance entre les messages afférents longs et les messages efférents rapides va expliquer l'hypersensibilité des chémorécepteurs. Reprenons la relation entre la ventilation et la variation de la PaCO2. Donc on avait dit qu'il y a une tendance à une chute de la pente de cette variation au cours du sommeil et surtout au cours du sommeil paradoxal. Au cours de la respiration de type Cheyne-Stokes, donc il y a une hypersensibilité de ces chémorécepteurs qui va se traduire par une pente plus importante qui dépasse même la pente de l'éveil. Récapitulons, il y a tout d'abord une hypersensibilité des mécanorécepteurs pulmonaires du fait de l'œdème avec un déclenchement de l'hyperventilation pour une PaCO2 normale. Et puis, il y a une hypersensibilité des chémorécepteurs centraux au CO2 qui est expliquée par le faible débit cardiaque et le déphasage entre les messages afférents sanguins lents et les messages nerveux rapides avec plus de messages hyperventilants qui vont expliquer l'aspect crescendo avec une réponse ventilatoire de plus en plus ample. Pourquoi il y aurait l'aspect décrescendo et l'apnée centrale? Donc, normalement, un sujet normal, au cours de l'éveil, ne présente pas de seuil apnéique, mais ce seuil apnéique va être démasqué au cours du sommeil. Chez le sujet insuffisant cardiaque qui a une respiration de type Cheyne-Stokes, ce seuil d'apnée est plus élevé que le sujet normal.
Ce seuil d'apnée se trouve déplacé dans la fourchette normale de la PaCO2. Ce seuil d'apnée se trouve dépassé pour des valeurs de PaCO2 qui sont normales et va entraîner une réduction progressive de la ventilation. Ceci associé au déphasage entre les messages afférents et les messages efférents va être responsable de l'aspect décrescendo au fur et à mesure qu'on se rapproche de ce seuil. L'aspect décrescendo sera suivi d'un dépassement du seuil d'apnée. Le message afférent du seuil de PaCO2 d'apnée dépassé va atteindre les centres respiratoires. Ces centres respiratoires vont envoyer un message d'arrêter la respiration et donc d'entraîner une apnée centrale. Malgré l'apnée centrale, la conséquence finale, c'est une tendance à l'hypocapnie. La zone d'équilibre où le système de contrôle ventilatoire ne va pas intervenir se trouve très réduite. C'est comme s'il s'agit d'un oscillateur à amplitude rapidement variable. Se rapprocher du seuil d'hyperventilation va entraîner l'aspect crescendo. Se rapprocher du seuil d'apnée va déclencher l'aspect décrescendo. Une fois ce seuil dépassé, va apparaître l'apnée centrale. Récapitulons. Hypersensibilité des mécanorécepteurs pulmonaires et début d'hyperventilation. Hypersensibilité des chémorécepteurs centraux au CO2 et début de l'aspect crescendo. Rapprochement du seuil apnéique élevé et aspect décrescendo. Tendance à l'hypocapnie avec une chute anormale de la PaCO2. Le seuil apnéique élevé se trouve rapidement dépassé. Apparition de l'apnée centrale. Dans ce tracé de polysomnographie, on voit en rouge en haut le flux nasal, puis la thermistance, puis en bleu les efforts thoraciques et abdominaux, et au milieu l'évolution de la saturation artérielle en oxygène. Donc dès l'endormissement, il y aura amorçage de l'aspect crescendo, aussi bien au niveau des sangles abdominales qu'au niveau du flux nasal comme conséquence à cet effort de respiration. L'aspect crescendo se poursuit avec comme conséquence une hyperventilation et une augmentation de la SaO2 qui dépasse rapidement le seuil d'apnée. Ce maximum de PaO2 atteinte correspond à son équivalent en seuil d'apnée de PaCO2. Et donc, ça va être suivi par l'apparition d'une apnée centrale qui va se traduire tout d'abord par une chute et un arrêt de l'effort respiratoire au niveau des sangles thoraciques et abdominales et un arrêt du flux nasal. L'altération de la fonction cardiaque est la cause principale de ces modifications du contrôle ventilatoire. En effet, l'œdème va altérer le fonctionnement des mécanorécepteurs. De même, le faible débit cardiaque va retentir sur la vitesse des messages afférents et va être responsable de ce déphasage important entre l'influx efférent et l'influx afférent et donc de l'aspect crescendo-décrescendo. Ces modifications ventilatoires vont à leur retour entraîner des répercussions sur la fonction cardiaque. En effet, cette oscillation ventilatoire à amplitude très variable va de pair avec une stimulation du sympathique et une oscillation de plusieurs cycles physiologiques. Une variabilité de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque avec aggravation de l'insuffisance cardiaque, une variabilité du diamètre pupillaire et des modifications dans la perfusion cérébrale. Le transit de l'apnée à l'hyperpnée s'accompagne d'une réaction d'éveil qui perturbe à son tour l'architecture normale du sommeil. Les patients vont ressentir parfois leur respiration de type Cheyne-Stokes comme une dyspnée paroxystique nocturne. Un cercle vicieux d'interaction entre la respiration de Cheyne-Stokes et l'altération de la fonction cardiaque s'installe. En bleu, ici, vous avez les conséquences de la réponse du contrôle respiratoire. En rose, les conséquences de l'altération de la fonction cardiaque. Et en marron, les conséquences cliniques diurnes.
L'insuffisance cardiaque gauche objectivée par une diminution du débit cardiaque et une augmentation des pressions de remplissage va entraîner une hyperpression veineuse avec une tendance à la surcharge pulmonaire avec de l'œdème. Cet œdème va entraîner une hypersensibilité des barorécepteurs ou des mécanorécepteurs pulmonaires. En parallèle, le faible débit cardiaque est responsable d'un retard des messages afférents vers les centres respiratoires. Les faux messages des barorécepteurs et cette hypersensibilité des chémorécepteurs va entraîner cet aspect crescendo de l'hyperventilation. Il en résulte une tendance à l'hypocapnie avec un seuil d'apnée rapidement dépassé. La chute de la PaCO2 au-dessous du seuil d'apnée va entraîner l'apparition de l'apnée centrale. Cette apnée centrale sera suivie d'une hypoxémie et va essayer de corriger la chute de la PaCO2. Cette apnée centrale sera suivie d'un micro-éveil cortical. Le micro-éveil cortical va s'accompagner aussi d'une activité sympathique. L'activité sympathique qui résulte du micro-éveil va contribuer à altérer la fonction cardiaque. L'altération de la fonction cardiaque gauche va se traduire par une aggravation de la dyspnée. La fragmentation du sommeil secondaire au micro-éveil va être responsable d'une somnolence diurne excessive et d'une fatigue importante. La fragmentation du sommeil secondaire, le micro-éveil, lui, va être responsable de l'apparition de la somnolence diurne excessive et d'une fatigue